Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité. On parle de pas mal de sujets qui concernent l'actualité malienne en général, régionale, internationale. Ça dépend de ce qu'on prend sous la main et on le ramène ici sur ce plateau. Et on fait ce décryptage. Très généralement, je suis accompagnée des confrères journalistes, investigateurs de la place, on pourra dire. Et ici sur ce plateau, j'ai un confrère que vous connaissez très bien. Il s'agit de Bourema Soulo. Il est journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fatoumata. Oui, Fadima. Ça va? Mais c'est la même chose. Chez vous, c'est bizarre. Fadima. C'est la même chose. Ça va bien? Oui, ça va? Bien. Ça va sur le terrain? Ça va sur la le terrain. Pêche aux informations, l'actualité. Est-ce qu'on a des infos? Est-ce qu'on a un peu coriace ces temps-ci. On a des communications. Est-ce qu'on a des infos? Oui. On a on a des infos. En tout cas, notre invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Marcelin Guinguéré. Il est ancien député. Monsieur Marcelin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On parlera effectivement des intempéries, inondations comme premier sujet sur ce plateau de l'actualité. En deuxième sujet, on parlera d'un sujet qu'on n'aimerait pas trop, mais pas le choix. Il s'agit des attaques, l'insécurité croissante et qui inquiète un peu certaines populations au sein du Mali. Et en régional, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agira de faire un décryptage un petit peu sur l'élection présidentielle qui s'approche très bientôt pour le mois d'octobre prochain. Le premier sujet, nous allons le prendre sous l'eau, les intempéries, les inondations. On a vu un communiqué du comité technique du comité interministériel de gestion de crise et de catastrophe qui communique, qui dit quoi? Oui, merci Fadima. Ce comité, sous la houlette du ministère de la Sécurité, a fait une sortie le 4 septembre dernier pour faire le bilan. C'est quand même chaque année, à l'approche ou même pendant l'hivernage, que ce comité se réunit régulièrement pour faire le point de la situation pluviométrique, mais aussi des situations de catastrophes, d'inondation liées justement à l'hivernage. Et cette fois-ci, il ressort que 23 de nos concitoyens ont perdu la vie suite à des inondations et quelques 20 000 sinistrés ont été enregistrés depuis le début du mois, depuis le début de la période hivernale. Donc, toutes nos condoléances à toutes les familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés et que Dieu vienne en aide aux sinistrés. Mais cela étant, on a vu aussi quand même que le ministère du Domaine a entrepris des démolitions ciblées sur des constructions sur les lits des rivières dans le district de Bamako. Et ces démolitions se sont poursuivies. Ça a commencé d'abord par l'affaire Bougou, après Missa Bougou, et tout récemment ils étaient dans la zone de Bankoni. Donc voilà, on a vu que effectivement ces maisons obstruaient l'évacuation des rivières parce que justement c'était construit sur les nids de ces rivières-là. Mais toujours étant, parce que quand même, ça c'est le comité interministériel fait l'état de tout le pays. Hein. C'est pas seulement Bamako, c'est tout le pays. Si à Bamako seulement on avait 23 victimes, on aurait su effectivement, parce que on a l'impression que ces 23 victimes, ce sont les nouvelles de ces 23 victimes sont passées inaperçues parce que justement ça ne concerne pas Bamako à grande échelle, ça concerne tout le pays, donc du sud au nord, du centre à l'est, donc et de l'ouest, donc ça concerne tout le pays. Et c'est ce qu'on peut dire de ce comité quand même, le fait de faire ces bilans, parce que à la suite de chaque réunion, il y a quand même ce qu'on appelle des alertes. Ils font des alertes pour dire, selon les prévisions météorologiques sur des périodes, par exemple de tout l'hivernage, que les intempéries
vont être fréquentes, les orages vont être fréquents, les pluies vont être souvent très destructrices, souvent avec des inondations en vue. Donc, il alerte les populations à se prévenir, à se munir des moyens pour évacuer souvent des situations des jeunes. Mais très souvent, malgré ces prévisions, même reliées sur les antennes des télévisions et radio nationales, vous allez trouver que ça a du mal à passer. Et ça, même ici à Bamako, on a chaque fois vu que les gens sont surpris par ces intempéries, alors que souvent Mali Météo annonce des heures avant pour prévenir, alors que dans les pays développés, chaque matin, la première des choses que les gens font, c'est regarder leurs prévisions météorologiques. Qu'est-ce que la météo annonce? Et en conséquence de ça, s'ils doivent voyager, s'ils doivent aller quelque part pour prendre des précautions. Mais ici, météo vous dit en langue locale, en français, pour vous dire attention, pardon, il y a ceci, il y a cela, mais les gens, on a l'impression que les gens s'en foutent et après, c'est le problème du gouvernement parce qu'on va accuser encore le gouvernement de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, alors que normalement, si les gens acceptaient ou si les gens respectaient les consignes données, peut-être qu'on ne peut pas éviter tout ce qui arrive, mais on peut amoindrir le bilan. Et cette année aussi, parce que dans cette réunion, dans cette rencontre du comité interministériel de gestion des catastrophes et de risques, comme vous l'avez dit, il est dit que la saison est longue et que les Maliens doivent rester en alerte parce que les pluies vont être souvent très violentes avec des orages, avec tout ce qui va avec. Donc il faut, parce qu'on a même parlé dans les bilans, il y a même des cas de foudre qui sont abattus. Donc tout ça, c'est des risques qu'il faut bon, on ne peut pas souvent éviter, mais il faut quand même prendre des précautions pour pouvoir les éviter. Ou amoindrir carrément quand ça arrive. Exactement. Tout simplement. Est-ce que vous avez une idée vous pouvez dire plus parce que on a essayé aussi de voir la situation des déplacés. Exactement, parce qu'il y avait des déplacés de guerre déjà avant. Et en plus, c'est déplacé par rapport à ces intempéries. Exactement. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Hein, les sinistrés dont on parle très souvent, ils se trouvent dans des écoles. Parce que l'année dernière, vous avez vu que à cause justement de ça, la rentrée a dû être repoussée d'un mois pour pouvoir évacuer les déplacés qui étaient dans ces écoles et pouvoir rétablir, rénover, parce qu'il y avait des écoles qui avaient été effondrées suite à des inondations. Cette fois-ci, on n'a pas des cas précis des écoles occupées, mais on sait quand même que quand il y a des sinistrés, que ce soit ici à Bamako ou à l'intérieur du pays, on sait que des gens vont occuper d'abord les écoles publiques parce que c'est là-bas qu'il y a la sécurité. Donc, oui, on a des sinistrés qui pourraient se trouver dans ces écoles et on est à un mois quand même de la rentrée. Et est-ce que toutes les mesures sont prises pour cette fois-ci ne pas avoir à repousser l'année scolaire et rallonger en quelque sorte l'année après avoir raté le début. Donc, j'ai vraiment pas le cas spécifique des déplacés qui sont là dans le cadre de ces sinistres, mais quand même, on sait que voilà, ça pourrait arriver. Parce que 20 000 quand même sinistrés, ça veut dire que c'est des foyers, c'est des familles, et donc ils pourraient se retrouver dans des situations pareilles. Maintenant, pour les déplacés des guerres, c'est quand même très très compliqué parce que quand on va actuellement, quand vous partez à Falaguier, Grabal, où il y a quand même des déplacés du centre, c'est très compliqué avec l'hygiène et avec tout ce qui va avec. Mais bon, l'État aussi ne peut que faire ce qu'il peut. Comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc le développement social fait son travail, mais vous allez trouver que souvent il y a aussi une sorte de une sorte de refus de ces gens, parce que nous, je me souviens bien, si Marcelin va parler,
Mais je ne sais pas s'il se souvient, mais nous, on avait mis une plateforme ensemble souvent la région de Mopti. Cette plateforme, au nom de cette plateforme, nous avions cherché à l'époque des endroits pour certains déplacés, je ne dirais pas des sites, mais ils ont refusé à l'époque pour venir dans ces endroits qui étaient plus propres, qui étaient plus hygiéniques. Ils ont dit que non, nous on a développé ici des commerces, chaque matin je gagne comme si tel nombre de sommes, ça pourrait mériter. Donc je ne vais pas aller dans des nouveaux sites pour ne pas encore reprendre à zéro mes commerces et tout. Donc on avait vu qu'il y avait des refus et je crois que même l'État, souvent face à certains refus, ne peut pas les forcer. Si dans d'autres pays on peut le faire, mais au Mali on a tellement de cas sociaux et tout ça, je crois qu'il y a ça aussi qui bloque souvent l'action du gouvernement, malgré que le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Merci beaucoup, Soulo. Marcelin qui est ancien député, je crois bien dans la région du centre, pour le dire. Marcelin, votre observation, votre analyse par rapport à ces inondations, la gestion. Vous observez quoi? Voilà, vous avez sûrement peut-être une certaine pertinence par rapport à cela. Ok, merci beaucoup. Moi, par rapport à tous ces comités, je suis très critique. Parce qu'au Mali, on attend l'hivernage pour exister. Et sachant bien que l'hivernage arrive, on ne fait rien jusqu'à ce que l'hivernage même vienne. Et par rapport à ces inondations, quand vous allez dans beaucoup de pays, les rigoles qui sont au niveau des villages ou de la ville, par exemple, il y a des rigoles qui sont à Bangoni, à Missabougou et autres, qui sont comme des petits affluents qui traversent la ville pour se jeter dans le fleuve. Ce n'est jamais aménagé. On aime toujours accuser les riverains, tandis que les maisons n'ont pas été construites à l'insu des gens. Nous avons des autorités. Au moment de la construction, rien n'est fait. Et pour la plupart, ce sont des gens qui ont même des documents administratifs pour construire. Et on vient, on casse. Pour moi, cela n'est pas normal. Et si on doit le casser, ce n'est pas pendant l'hivernage. Il faut le faire avant l'hivernage. Parce qu'on a 9 mois où il n'y avait pas de pluie. Et pendant ces 9 mois, on devait prendre toutes les dispositions pour prévoir l'hivernage. On ne fait rien. 1. 2. Pourquoi les inondations? C'est parce que notre fleuve là, il est rempli. Il faut d'abord curer le fleuve. Parce que facilement, l'eau qui descend des quartiers, qui va vers le fleuve, va trouver que le fleuve même est rempli de pourriture. Donc, il faudrait que des dispositions soient prises pour carrément curer ce fleuve-là. Parce qu'il n'y a pas de lit. Quand on enlève le sable et toutes les bêtises que les gens mettent dans le fleuve, et que le fleuve est profond, il n'y aura pas d'inondation. Voilà. Pour moi, il faut d'abord curer le fleuve et ensuite aménager toutes les rigoles qui conduisent vers le fleuve. C'est la seule bonne solution. Sinon, on vient casser les maisons et il n'y a rien de fait après. Les gens sont déguerpis, malgré qu'ils ont l'autorisation d'être là-bas. Et les autorités qui ont donné ces parcelles ne sont pas inquiétées. C'est les pauvres populations qui sont inquiétées. Il y a aujourd'hui, pour votre information, il y a aujourd'hui une nouvelle procédure comme quoi ces autorités vont dorénavant être inquiétées. Voilà. Oui, on a dit. C'est ça là qui ne marche pas. Voilà. Avant de déplacer les gens qui sont là-bas, avant de venir casser leur maison, il faut reconnaître qu'on a donné. Ce sont les autorités qui ont donné. Donc l'État est responsable à travers ces administrations mises en place de ce qui se passe là-bas. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, cette question doit être débattue sur la place publique même et pointer du doigt les autorités municipales, il faut le dire clairement. Voilà, c'est eux qui bradent
tous les lits, toutes les choses, les abords de trucs. Donc, c'est très important que les gens sachent que il ne faut pas attendre surtout l'hivernage pour déloger les gens, pour casser les maisons. Si vous devez casser, il faut le casser depuis janvier. Ou en tout cas mettre le processus en avril au plus tard. Tous ceux qui doivent être déguerpis soient déguerpis. Et avant de déguerpir, il faut prendre les dispositions pour que ces gens-là soient dédommagés. Et aujourd'hui, par rapport au dédommagement, moi je pense que l'État peut être à mesure de donner, voilà les Atitebougou là qui traînent là-bas, il n'y a que des animaux qui sont dedans aujourd'hui. On peut attribuer à certains qui sont là-bas ces maisons, au moins ceux qui ont des papiers. Parce qu'on les a fait croire qu'ils peuvent s'installer, c'est pourquoi ils sont installés là-bas. Donc c'est très important, il ne faut pas qu'on crée trop d'injustice par rapport à ça. Donc ces comités qui sont mis en place là doivent réfléchir à cela. Au niveau du ministère de l'Assainissement et de l'Environnement, on doit prendre les dispositions pour carrément creuser le lit du fleuve, afin que le lit soit plus propre et plus profond et que l'eau qui vient des côtés puisse couler normalement. Parce que quand il n'y a pas de lit, l'eau déborde. L'eau qui vient d'à côté vient se jeter dans une eau déjà montée. Et donc, ça crée les inondations. Ça soulève ici la problématique du fleuve Niger, l'entretien aussi du fleuve Niger, quand surtout. Même. C'est comment dire, un facteur qui contribue aussi, quelque part, aux inondations, parce que plus l'eau monte, elle pénètre dans les maisons des gens pendant les grandes pluies. Comme Marcelin vient de le dire, je crois qu'au temps d'Ibeka, il y avait un programme de désensablement. Qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Il faut le dire. Voilà, bon, il y a eu ce programme-là qui, quand même, qui était censé désensabler le fleuve pour que l'eau puisse être évacuée facilement. Mais on a aussi, comme il vient de le dire, le problème est partagé entre la population et les autorités. Moi, en ce qui concerne Bamako, parce que pour les autres contrées, on ne peut pas dire grand-chose parce que quand on voit l'année dernière ce qui s'est passé à Gao, on a vu que la plupart des maisons, c'était des maisons en bango, et des maisons en bango qui reçoivent des pluies d'une quantité qu'elles n'ont jamais rencontrée auparavant, ou même souvent des pluies commencent à pleuvoir, commencent à venir aujourd'hui et peuvent faire durer une journée, 2 jours. Des maisons en bango, c'est difficilement tenable pour ces maisons, et surtout des maisons construites des années et des années, qui ont de l'existence des années et des années, comme celle de Gao. Donc là, souvent on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais c'est vraiment, on ne peut pas prévoir. Oui, mais on peut quand même pointer du doigt les élus municipaux qui sont censés les maires dans les communes. On se demande en ce moment un petit peu le rôle du maire. Ouais, tous les sinistrés, c'est vraiment pas. C'est parce que l'eau a débordé. Souvent, il y a des effondrements des maisons. Parce que nous, souvent, dans notre vision du Mali, on se limite beaucoup à Bamako, parce que tout ce que Marcelin vient de dire, les nids, tout ça là, c'est Bamako. Et le comité interministériel ne parle pas seulement de Bamako, parle tout, comme je l'ai dit tantôt, sur toute l'étendue du territoire. Donc oui, à Bamako, il y a ces problèmes d'occupation des nids d'eau, des rivières. Oui, à Bamako, il y a ces mers qui bradent cette partie-là qui sont... qui est généralement réservé, parce que normalement dans les papiers domaniaux, il est dit qu'il faut laisser au moins 10 mètres entre l'habitation et le nid de rivière. Mais on ne respecte pas, ça c'est un fait. Mais maintenant, dans les autres parties du pays où il y a des sinistres, est-ce que c'est vraiment le cas? Souvent, comme je viens de dire, pour nos pays, quand on va au centre, la plupart des maisons c'est en bango. Si c'est pas maintenant, on ne savait pas que le ciment existait, ou on ne savait pas que le tôle existait. Les gens construisaient
et en Bango même faisaient la toiture en Bango. Donc ces maisons souvent construites par nos aïeux qui sont là, et aujourd'hui avec le changement climatique qu'il faut aussi voir, ce côté-là, les pluies sont de plus en plus quantitatives. Il y a beaucoup d'eau qui se regorge. Imagine, même sur Bamako ici, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui ce matin, il pleuvait. Donc vous voyez que l'année dernière, on a su que tous les quartiers, tous les anciens quartiers de Bamako sont inondables. C'est l'année dernière, tout près, beaucoup ont su ça, parce qu'on n'avait pas vu auparavant autant de pluie que l'année dernière. Que ce soit ici à Amdalaï, que ce soit Missira, tous les quartiers qu'on connaissait, c'était inondé l'année dernière. Bozola, tout ça, c'était inondé. Bozola, c'est d'habitude, bon, c'est habituel parce que c'est au bord du fleuve, mais les autres quartiers que les gens pensaient que c'était un peu en hauteur, on avait vu ça. Donc, aujourd'hui, quand on doit parler à un comité interministériel de gestion des catastrophes et de risques et de catastrophes sur l'ensemble des territoires, je crois qu'il faut peut-être aller un peu au-delà de ça, de voir que oui, c'est vrai, il y a ceci, il y a cela, mais la responsabilité des citoyens, c'est aussi, vous l'avez dit, dès janvier, il faut commencer, le comité doit quand même rester en activité toute l'année. Heureusement pour le Mali que nous avons que 3 mois de saison de l'hivernage. Imaginez que si nous avions 6 mois ou bien 9 mois comme les autres pays, est-ce que nous aurions des maisons aujourd'hui? Est-ce que nous aurions... Voilà, quand même pas. On allait prendre des mesures. Voilà. Donc du coup, il faut que l'État travaille, mais aussi que les citoyens, au lieu de bien aménager, comme c'est Fadima où on peut déposer des poubelles, les gens déversent des poubelles dans les caniveaux, et quand il pleut aussi, ils trouvent que c'est l'occasion de déverger, au lieu de payer 25 francs ou 50 francs à ces jeunes-là, les éboueurs là, qui viennent prendre chaque matin avec leur charrette, au lieu de leur donner, ils disent non, c'est l'occasion, on déverse ça dans les caniveaux. Est-ce que ça aussi c'est responsable? Bon, il y a ça aussi, effectivement. Les autorités municipales ont leur rôle à jouer, parce qu'il faut sensibiliser. Il faut sévir. Il faut sensibiliser, mais il faut aussi sévir. Ça, vous avez quand même raison à ce niveau. Mais tout qu'on fait au Mali, on a vu que dans beaucoup de domaines, il y a l'éducation, la sensibilisation manque cruellement. Est-ce que c'est la faute aux autorités? Est-ce que c'est la faute aux citoyens parce que les autorités ne font pas leur travail, parce que les citoyens ne sont pas exigeants, ou est-ce que les citoyens sont tellement mauvais citoyens qu'ils n'exigent pas? Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut mettre en place pour vraiment situer le vrai responsable, pour qu'on puisse trouver la solution pour ne pas perdre des vies inutilement, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Surtout éviter cette catastrophe, voilà. Heureusement que quand même le bilan jusqu'ici est en deçà de celle de l'année dernière à la même période. Hein. C'est pas encore terminé parce que les prévisions météorologiques sont quand même un petit peu inquiétantes. Monsieur Marcelin, vous avez quelque chose à rajouter à ce que... Bon, moi c'est toujours Bamako, parce que cette affaire d'inondation, c'est surtout les grandes villes que notre fleuve traverse. Maintenant, par rapport à Gao dont il a parlé, c'est toujours que notre fleuve est rempli. Donc, c'est trop plat. Donc, l'eau déborde facilement. Dès lors que c'est plus profond, l'eau descend. Donc, Bagadadi, Missira, Bozola, tout ça dont tu parles, c'est parce que l'eau n'a pas où aller que ça sort. Ouais. Tu vois, si c'était un peu plus profond, l'eau allait se retrouver au fond du fleuve et allait partir en avant. Ou même si on construit des digues, des murs là. C'est ça les aménagements. Dans les pays, voilà, les aménagements. Voilà, dans les quand pays tu vas à Paris, au bord de la Seine, c'est très joli. Ouais. Hein, un peu partout dans le monde, tu trouveras dans le grand pays. Voilà. Mais malheureusement, on n'en fait pas de priorité ici. Même les caniveaux, imagine, c'est pendant l'hivernage qu'on creuse les caniveaux. Maintenant, tu vas dans les trucs de Bamako, ils sont en train de vouloir faire des caniveaux pendant qu'il pleut. Et parfois, ils enlèvent les caniveaux, ils cassent devant les maisons des gens, ils disparaissent. Jusqu'à l'hivernage, il vient, et ça remplit encore les trous et tout est bouché. Ouais. Vraiment, il faut la rigueur. Les populations là, c'est vrai
que les populations sont responsables parce que c'est elles qui jettent du n'importe quoi, n'importe où, c'est parce qu'on les laisse faire. Quand on commencera à ramasser les chefs de famille pour les amener en prison ou en tout cas pour faire le Burkina le travaux forcés. J'en profite pour vous dire que le Burkina fait ça. Il y a une brigade. Il y a une brigade. Si on commence à ramasser des chefs de famille dont les devantures sont pourries et autrement, ils vont eux-mêmes prendre les dispositions pour que chez eux, chez chacun, ça doit être propre. Si devant ta maison c'est sale, parce que c'est ta famille ou bien ta maison qui est à l'origine, tu répares ce qui est là. Donc quand il y a des rigueurs, les gens vont comprendre. Mais quand ils voient que c'est du laisser aller, mais ça devient du n'importe quoi. À certains moments, vous les interpellez, ils vont dire que voilà. C'est carré et taille. Voilà. Ouais. Voyez. C'est vrai qu'il faut vraiment diriger ces politiques-là un petit peu vers ça, hein, la propreté ou bien l'assainissement de la devanture de sa maison n'est pas forcément question de moyens financiers. Hein. Devant chez toi, c'est devant chez toi. L'État n'a rien à voir là-bas. Il ne doit pas avoir de trous n'importe comment, il ne doit pas avoir de saleté n'importe comment, parce que la rue a été créée. Ça, c'est le travail de l'État de faire les bornages, de faire les rues. Et l'entretien des rues n'est pas un travail de l'État. C'est chaque citoyen qui est dans l'obligation de prendre soin de sa devanture. De son environnement. Voilà. Tu ne le fais pas, on t'enlève de la maison et où on te fait ramasser ça devant tout le monde, devant la télé. On te filme. Toi et ta famille, vous allez ramasser ça parce que c'est vous qui avez sali. Donc quand on va vers là avec rigueur, tu vas voir que ça va aller tout de suite. Assez rapidement. Ça, il y a aussi un lien. Il y a aussi un lien entre ce qu'on est en train de dire et la santé publique. Aujourd'hui, quand on voit la malaria, quand on voit le paludisme, tout le monde est malade parce qu'on est dans un environnement très sale. Moi, c'est ce que j'ai dit. Quand on va chez nous au pays, enfin au village, on a l'impression que c'est là-bas la vraie capitale. C'est là-bas Bamako. Parce qu'on a moins de saleté, on a moins de moustiques. Et à Bamako ici, à partir de 18h, personne ne peut s'asseoir devant sa porte parce qu'il y a tellement de moustiques. Ou bien celui qui s'assoit devant sa porte, vous le trouvez avec éventail, il est en train de chasser les moustiques. Parce que l'environnement est très sale. Donc ça va avec la santé publique. Il faut que eux, au niveau, comme je le disais tantôt, des populations et au niveau des autorités, qu'on prenne conscience qu'on est en train de jouer contre notre vie, parce que quand on vit dans un environnement très sale, on vit avec maladie et on va peut-être perdre même la vie à cause de ça. Merci beaucoup. On va aller avec notre deuxième sujet. Voilà, il s'agit de l'insécurité quand même croissante. On est obligé de parler de ça parce que ce sont des sujets qui permettront un petit peu de sensibiliser les citoyens, les populations et pas histoire de mettre en alerte. Hein. Voilà, je crois que c'est surtout cette vigilance-là qui compte beaucoup parce qu'on sait que le Mali traverse une crise sécuritaire sans contexte. Donc, c'est un petit peu ça. Mais on parle aussi en même temps de ces attaques dernièrement, malheureusement avec une recrudescence dans les zones de Farabougou, Biriki, Ouare, Diaboli, pour n'en citer que cela. Hein. Sous l'eau, qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis, dernièrement, on a vu aussi des vidéos circuler de certaines menaces qui, quand même, est à prendre en compte, je pense. Oui, merci. C'est l'actualité. Hein. L'actualité oblige. On est obligé de parler de cette situation. Et c'est le rôle, comme je le dis chaque fois, de la presse d'en informer. Parce qu'on a fait le serment d'informer nos publics par rapport aux sujets d'intérêt national. Et ces sujets sont d'intérêt national. Aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ces attaques. Ces attaques, on a dit que ce n'est pas anodin. Ce ne sont pas des attaques qui viennent comme ça. Et chaque fois, je crois que, même l'année dernière, on parlait sur ce plateau, c'est à l'approche de l'hivernage, pendant l'hivernage, que ces attaques deviennent récurrentes. Parce que, il faut le dire, hein, l'hivernage avec la verdure, avec les bichons qui sont là, avec tout ce qui va avec, c'est des moments propices pour ces groupuscules-là, pour ces groupes, de bien se planifier pour attaquer, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont dans les buissons. Donc maintenant, est-ce que depuis longtemps on est en train d'alerter? C'est le rôle de la presse. Dans tous les plateaux, partout, on alerte, on dit ça. Est-ce que chaque fois
on dit oui, est-ce que c'est une surprise? Est-ce que au niveau stratégique, est-ce qu'il y a cette planification aussi pour dire c'est l'approche de l'hivernage, il faut planifier, il faut faire des campagnes de débrouillage en quelque sorte, ou bien de débuscage en quelque sorte de ces groupes-là, de ces nids-là. Parce que ce qu'on oublie, mais solo, il n'y a pas que des attaques dans ces zones-là, il y a aussi des attaques en plein désert. Il faut le dire. En ce moment précis, c'est beaucoup plus parce qu'il y a ces conditions de bichons qui favorisent ça. De la nature. De la nature qui favorise ça. Parce que c'est pourquoi on parle de la recrudescence. Parce qu'on n'a pas dit l'absence des attaques, mais il y a quand même une augmentation d'attaques. Les attaques sont de plus en plus récurrentes et audacieuses. C'est ça on est en train de parler. Sinon, quand même, comme vous le savez, le Mali vit avec ces sigles-là depuis longtemps. Donc, maintenant, parce que chaque année, quand même, on connaît pendant l'hivernage un regain d'attaques, que ce soit contre les populations civiles ou contre les positions de nos femmes. Donc, c'est sur ça je suis en train de parler. C'est vraiment que, pour moi, quand on me demande, je ne suis pas au niveau stratégique, je ne sais pas les secrets. Et quand on demande souvent au niveau de la DIRPA, on nous dit on ne vous dira pas nos secrets parce qu'on ne sait pas si vous n'êtes pas des mèches avec nos ennemis. Parce qu'ils ont raison aussi, parce qu'aujourd'hui au Mali, le terroriste, un grand frère me disait l'autre jour, un terroriste, quand on le tue, c'est un civil. Si ce n'est pas un militaire, quand on le tue, il devient civil. Donc c'est une guerre très asymétrique, très compliquée que le Mali traverse aujourd'hui. Donc, sachant cela, les autorités ont raison aussi d'être prudentes quand souvent quelqu'un leur demande des informations, même journalistes que nous sommes. Parce que souvent, on ne sait pas qui est vraiment, c'est très compliqué dans ce genre de situation. On peut les accuser de tout, mais c'est très compliqué. Et comme vous l'avez dit, ces attaques des villages dont vous venez de citer, en plus de ça, on a vu ces derniers temps le Jenim qui s'est affiché clairement comme Jenim et qui a menacé, qui a fait des actes. Qui a proféré des menaces. Qui a proféré des menaces. Et la DIRPA, le lundi 8 septembre dernier, la direction de l'information et des relations publiques des armées a fait sa traditionnelle conférence de presse pour faire le point de 3 mois d'opération, mais aussi est revenue sur ces menaces. Donc la direction, elle fait de la communication, elle a dit que ces gens-là, ces menaces-là, on ne doit pas les propager parce que si on les propage, c'est quand même faire leur jeu. Effectivement, c'est nous, le rôle aussi que nous avons, c'est vraiment que les gens ne tombent pas dans la panique, que les gens ne tombent pas dans la psychose. Le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme, c'est de terroriser. Terroriser veut dire quoi? Terroriser, ça veut dire proférer ces menaces-là, pour vous dire on va faire ça, et si vous dites vous ne le faites pas parce que vous en menacez, vous allez où? Donc on va braver ces menaces-là. C'est vrai, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais les gens, s'ils ne tombent pas dans la terreur, s'ils ne tombent pas dans la psychose, je crois que les terroristes vont dire qu'en face, on a aussi des populations qui sont là. C'est vrai, la population n'a pas vocation à combattre le terrorisme, c'est parce que c'est le rôle des forces de sécurité et de défense. Mais quand même, certains n'ont pas cessé à cause de ces menaces qu'ils ont vues sur les réseaux. Ils voyagent, ils continuent de voyager parce qu'ils disent, bon, on peut mourir partout. On peut mourir sur son lit, on peut mourir en cours de route, on peut mourir à l'hôpital, on peut mourir partout. Donc, il y a ces gens-là. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que la population malienne sache que le but est recherché par ces gens en proférant, les djihadistes en proférant des menaces, c'est vraiment nous couler le bec au sol. Et c'est leur objectif. Donc, de ne pas laisser faire ça et d'aider les forces de défense et de sécurité avec des informations. C'est avec des informations. Surtout une sensibilisation. On va en revenir là-dessus. Je vais me tourner vers Marcelin. Marcelin, quand même, député dans la zone du centre. Ça veut dire qu'il est quand même en écoute, assez sensible à ces histoires-là. Parce qu'on vous a déjà eu sur les plateaux de Mandé TV sur la question de sécurité, d'insécurité, notamment avec tout ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, la question des milices, c'est vrai qu'on n'en parle plus, mais est-ce que elle est dormante ou bien elle est toujours là?
Ou question sensible encore? Chacun a fait de son mieux. Ah. Les milices ont joué leur rôle. Et c'est une question de moyens. À long terme, ils n'ont pas de moyens. À un moment donné, ils se sont vus dans l'obligation de défendre leur terroir. Ils l'ont fait pendant un bon bout de temps. Après, le résultat, c'est qu'on n'a plus confiance en eux, c'est qu'ils n'ont plus les moyens. Alors, une guerre, c'est les grands moyens. Mais ils ne pouvaient pas aussi se substituer aux forces de défense et de sécurité nationale, quand même. Justement, c'est ça le gros problème. Ils ne pouvaient pas se substituer, mais quand même, c'était à l'absence des forces de défense qu'eux, ils étaient là. Donc, à défaut que les forces de défense et de sécurité ne soient là pour les sécuriser, ils ont été obligés de se prendre en charge eux-mêmes d'abord. Maintenant qu'il y a quand même les forces, donc ils se sont un peu retirés. Mon observation n'est pas à ce niveau. Ce que je constate aujourd'hui, c'est jadis ont mis en place une stratégie pour dissuader afin de pouvoir faire beaucoup plus mal. Il faudrait que nos autorités en tiennent compte. C'est-à-dire, ils ont divisé le Mali en deux, le nord et le sud. Dans le nord, où il y avait tous les problèmes, ils se font rares. En même temps, ils sont en train de s'équiper là-bas. En créant le FLA, ils sont dans l'objectif de reconquérir le nord. Maintenant, il faut créer beaucoup de tensions vers le sud afin d'attirer l'attention de nos forces armées, beaucoup plus le sud, afin de faire une surprise dans le nord. Ça, c'est leur stratégie. En tout cas, dans ce que je comprends. Selon votre analyse. Voilà, ça c'est mon analyse. Et au niveau à partir du centre jusqu'au sud, ils font beaucoup plus de pression, génime et autres, pour faire peur, pour pouvoir avoir un peu plus la confiance des populations. C'est-à-dire qu'ils veulent dessouder la population et les forces de sécurité, afin que, pour montrer à la population que voilà, les gens dont vous pensez qu'ils peuvent vous défendre ne seront pas là quand nous on sera là pour vous mater. Donc pour pouvoir être tranquille, il faut que vous soyez avec nous. C'est ce message-là qu'ils veulent faire passer. Et c'est ce qu'il faut que nous on évite en tant que population. Maintenant, eux ils sont en train de faire leur communication. À l'État aussi de mettre en place une bonne stratégie de communication, et une communication pas pour riposter face aux communications des adversaires, mais une communication pour fidéliser les populations, pour faire comprendre aux populations qu'il ne faut écouter que son armée. Vous trouvez que la communication qui est faite là est quand même largement insuffisante? C'est vrai que c'est décrié. Hein. La communication n'est pas officielle. C'est des gens qui se lèvent pour faire des tapages. Celle de la DIRPA est quand même officielle. Oui, celle de la DIRPA se limite à ceux qui ont leur téléphone Android. Ceux qui ont des forfaits pour écouter. Et notre radio nationale n'est pas écoutée par nos populations. Notre chaîne de télévision n'est pas écoutée par nos populations. Donc, il faut aller vers les chaînes, les radios de proximité. D'accord. Vers les radios de proximité, les gens écoutent beaucoup plus leurs radios locales. Mais dans les radios locales, il n'y a pas de relais comme il se faut. Et au niveau des radios locales, il faut mettre des gens préparés à cela, faire des émissions spécialement pour ça, pour que les gens puissent à chaque fois écouter. On va leur faire comprendre que c'est sur cette émission que vous avez les vraies informations. Voilà, je ne suis pas un grand communicateur, mais stratégiquement, vous allez trouver que le Malien est très mal informé. Chacun se lève, il dit ce qu'il veut, et puis voilà.
selon son appartenance, on ne sait pas qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Et même quand ils disent que bon, ceux de Kaï, ceux de Nyoro, vous ne pouvez plus circuler, ça a été fait chez nous. C'est maintenant que ça vient au sud d'ici, les gens comprennent. Oui. Nous, on a vécu ça pendant longtemps au niveau du centre. Oui. Donc, nous, on sait de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi ça ne nous surprend pas. Le carburant, par exemple, chez nous, vers Koro, 3 000, 3 500, 5 000 francs le carburant, le litre. Et là aussi, tout le monde ne trouve pas. Ça s'est passé. Et maintenant, ils ont fait une référence pour dire que vous avez empêché les populations d'avoir le carburant. Malgré ça, vous pensez que c'est eux qui nous donnaient le carburant. Malgré ça, est-ce que nous, on a cessé de circuler? Ils ont tapé sur ça et faire croire que bon, si c'est comme ça, nous allons couper sur toute l'étendue du territoire le carburant. Donc, cette communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre État même est contre vous. Donc, à l'État de mettre en place réellement des bonnes stratégies de communication pour fidéliser le peuple, pour rassurer le peuple, pour dire au peuple que vous ne devez écouter que vos autorités. Et maintenant, pour cela, il faut que les autorités soient beaucoup plus proches des populations. De façon, localement, il faut que nos communicateurs traditionnels soient impliqués, qu'ils soient sur les plateaux, au niveau des émissions qu'on va créer par-ci, par-là, pour ça, et ainsi de suite. Sinon, deuxième stratégie, c'est pour étouffer Bamako. Ils sont en train de prendre tous les axes autour de Bamako. Au vu des attaques. Oui. Précisez bien. Voilà. Au vu des attaques. Oui. Ils attaquent jusqu'à la Faya. Ça, c'est l'entrée Ségou. Bon, selon la DIRPA, c'est un accident qui a causé l'embouteillage qu'on a connu. Ça, c'est la communication officielle. Oui. Je comprends. La DIRPA ne va jamais dire certaines choses que nous, on peut dire, par exemple. Hein? On ne contredit pas la DIRPA, mais les populations qui étaient dans les cars, les gens, les voyageurs étaient là. C'est des trucs bien clairs. Les vidéos qu'on a vues, voilà. Il y a eu beaucoup comme de vidéos. Voilà. Sur l'axe de Bougouni, il y en a eu toujours. Sur l'axe de Kita, la même chose. C'est-à-dire, vous voyez seulement autour de Bamako, sur tous les grands axes. Monsieur Marcellin, allez-y au fait. Je ne crains que le temps nous fasse défaut. Voilà. Allez-y au fait, oui. Bon, c'est pour dire qu'ils sont en train de vouloir faire peur à Bamako. Et pour que Bamako soit paralysé. Et si cela arrive, ils vont démobiliser même nos militaires qui sont autour de Bamako. Et quand ces militaires seront démobilisés, ça va couper la chaîne entre le commandement militaire. Et les autorités militaires ne pourront plus avoir le commandement sur leurs éléments qui sont sur le terrain. Donc c'est une manière de couper le cordon, la chaîne de commandement entre les éléments qui sont sur le terrain et ceux-là qui sont dans le commandement ici. Et quand cela arrive, ça crée la panique, au niveau de l'armée, mais aussi au niveau même de la sécurité nationale. C'est pour dire qu'ils veulent faire une pression pour déstabiliser Bamako, créer des discordes entre les chefs militaires. Et c'est là le plus dangereux. Donc il faudrait que des dispositions soient prises pour qu'on n'arrive pas là. Vos propos ont été quand même celles de pas mal d'analystes. Hein. Moi, j'ai regardé quelques papiers. Les analystes aussi vont dans ce même sens-là. Et merci beaucoup, Marcellin, pour cette prévention. Je dirais ça, elle est mise surtout en état d'alerte de prévention et que il faut être vraiment très vigilant. Donc, c'est justement par rapport à cela qu'on a voulu prendre ces sujets sur ce plateau, histoire de vraiment pouvoir donner une certaine assurance aux citoyens et se dire que vraiment le Mali est un pays en guerre et qu'il vaille à ce que tout le monde contribue à maintenir une stabilité assez possible que ça. Sous l'eau, sinon, on a aussi vu quand même pas mal, on a été surprise de la communication de Africa Corps, voilà, l'ex-Wagner sur X,
où ils avaient fait des publications, notamment de leur exploit par rapport face aux terroristes, en publiant des images et des motos, et notamment la récupération d'armes qui a été aussi une information passée par la DIRPA. Voilà. Oui, c'est quand même la communication comme il l'a dit, hein, c'est une stratégie pour vraiment mettre la pression sur la population locale, pour les populations, pour leur dire, parce qu'ils ont bien choisi la langue. Quand vous regardez la langue, auparavant ils communiquaient avec une langue spécifique que tout le monde pensait que c'est cette langue seulement ils savaient utiliser. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, la majorité des Maliens peut-être ne comprend pas cette langue-là. Donc il faut parler avec leur langue. Vous avez vu qu'ils ont parlé en langue que tout le monde comprend à peu près 80 à 70 à 80. Voilà, 60 à 80, 70 à 80% des Maliens comprennent. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est juste surtout. Voilà, surtout des civils, surtout des voyageurs, surtout des paysans. Donc, ce n'est vraiment pas anodin. C'est stratégiquement bien préparé. Donc, comme Marcella l'a dit, il faudrait qu'au niveau de l'État aussi, l'État c'est l'État. L'État a tous les moyens. L'État peut avoir tous les moyens. L'État peut recruter tout le monde et réquisitionner tout le monde. Il faut que l'État, qu'on sorte aujourd'hui, parce que c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Aujourd'hui, qu'on sorte des divisions qui est Fadji de Ndjougou, qui est Fadji de Nyouma. On sort de tout ça, de fédérer toutes les énergies pour vraiment avoir des gens qui peuvent, en matière de communication, élaborer un plan de communication institutionnelle, comme il a dit, pas des communications et des ripostes, pas des communications à réaction, mais des communications vraiment pour l'État et de l'État. Donc, pour dire, l'État communique, l'État ne voit même pas ces gens-là, ne sait même pas que ces gens communiquent. L'État communique à ses citoyens, l'État parle à ses citoyens. Donc, ça, c'est vraiment, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut le faire. Il faut avoir des têtes, il faut avoir des gens qui ont été pour cela formés, et il y en a dans le public comme dans le privé. Donc l'État peut les avoir. Parce que quand il s'agit de sauver l'État, quand il s'agit de sauver la maison commune, il n'y a pas de sacrifice qui est de trop. Donc à ce niveau, c'est dit. Aujourd'hui, comme il a dit, Marcel l'a dit, effectivement, ces gens-là communiquent pour démoraliser, communiquent pour savoir qu'ils sont maîtres du terrain, mais en réalité sur le terrain, nos hommes, les femmes sont maîtres du jeu. On peut les dire toujours, parce que ces gens-là, ils peuvent être aujourd'hui avec moi, prendre du thé dans le grain et se lever, aller à la maison et se camoufler, se traverser en truc, sortir et aller attaquer. C'est des grands banditismes. Hier, on a vu même la DIRPA qui a fait dans le secteur de Nioro, Bema Nioro du Sahel. Ils ont pris des jeunes, des grands banditismes. Aujourd'hui, le terrorisme, le djihadisme, ça se confond. Voilà, le terrorisme, le djihadisme et le grand banditisme, on ne sait même pas qui est qui. On ne sait même pas qui est, parce que tout le monde trouve son compte dedans. Parce que le but, c'est quoi? D'avoir de l'argent, pouvoir dépouiller les Maliens de leurs biens et tout. Donc aujourd'hui, à ce niveau, mais sur le terrain de combat, on a vu que même pour ce qui s'est passé sur l'axe Bamako-Kaï ou l'axe Djema-Nioro, on a vu que la réaction a été foudroyante. L'armée a réagi et hier ils ont fait une vidéo sur l'axe même pour montrer que l'armée contrôle l'axe. Donc tout ça pour dire que l'État fait du travail, mais au niveau de la communication que l'État souvent pêche, parce que la communication ne suit pas l'action sur le terrain. Très généralement, c'est très canalisé. Quand c'est très canalisé et que c'est pas rapide, ça vient pas vite. Les gens vont spéculer, les gens vont communiquer à leur façon, les gens vont communiquer à leur endroit. Donc c'est ça qui est dangereux pour un pays. Un pays, et l'État martèle partout, chaque fois, ils disent on est en guerre contre le terrorisme, mais on est aussi en guerre communicationnelle. Mais dans cette guerre communicationnelle, on a l'impression que malgré l'existence de la DIRPA, des Sigma et entre autres, on pense que c'est trop peu parce que souvent c'est très très lent la communication de l'État. Donc à ce niveau, il faut vraiment un effort. L'État peut faire l'effort de mobiliser, comme j'ai dit, les Fadima qui sont très calés dans ce domaine de communication. On peut les réquisitionner pour le faire. Donc je crois que à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire.
Et que si, par exemple, comme Africa Corps l'a fait, et que DIRPA l'a fait, par exemple, DIRPA peut-être a fait près de 3 mois sans conférence de presse, alors que c'était mensuel. Vous voyez, même mensuel, c'est trop long. La communication, c'est vrai la communication, mais les journalistes peuvent en tirer des informations pour donner des vraies informations aux gens. Et si aujourd'hui, la DIRPA, pour que la DIRPA fasse une conférence de presse, il faut attendre 1 mois. Chaque mois. C'est trop long. Donc, il faut que l'État, à ce niveau, vraiment pense à la communication pour que la désinformation dont l'État parle ne prospère pas dans ces champs-là. Merci beaucoup, Soulo. On va prendre notre dernier sujet. Il est régional. C'est du côté de la Côte d'Ivoire avec l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre prochain. Voilà. Soulo, on a vu la liste des candidats. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Bon, sans surprise, on attendait, moi perso, j'attendais quand même avoir au moins une vingtaine de candidatures validées, mais malheureusement, on a vu que ils ont verrouillé que c'est seulement 6 candidatures qui ont été validées. 5 qui ont été validées, 3 hommes, 2 femmes. À l'issue de la publication de la liste par le Conseil constitutionnel. Donc Alassane, comme on s'y attendait, parmi les candidats retenus, mais Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Tidjane Thiam, entre autres, ne sont pas de la course. Est-ce que ça augure d'un bon avenir politiquement parlant pour ces pays? C'est très difficile de le dire parce que quand on sait un Laurent Gbagbo qui disait lors de sa dernière sortie, si Alassane pensait pouvoir faire 4 mandats, pardon, il se posait cette question. Donc on sait qu'aujourd'hui, malgré son âge, malgré tout ce qu'on peut penser de Laurent Gbagbo, il a une grande force de mobilisation et ce n'est pas anodin en politique. Et il peut compter, je crois, sur ces gars. Mais bon, politiquement, est-ce que Alassane a raison? Est-ce que c'est lui ou qu'est-ce qui a empêché les autres? Parce qu'ils étaient 60 à déposer. 60 dossiers, effectivement. 60 dossiers qui ont été déposés. Sur 60, on a appris que 5. Donc, soit 55 dossiers écartés. C'est vraiment, démocratiquement parlant, c'est pas très correct. Mais les critères, ils étaient là aussi quand même. Oui, les critères. Oui, les critères, mais sur 60 dossiers, les gens sachant ou c'est pour aller, on ne sait pas, prendre photo avec la commission électorale, que les gens sont allés, ou par promenade de santé, ils sont allés. On ne sait pas, mais quand même, ça n'est pas sans risque, ces élections en Côte d'Ivoire. Et on croise le doigt parce qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup de Maliens dans ces pays voisins. Et si tout passe pas comme prévu, on sait que les retombées vont être aussi sur le Mali, sur le Burkina Faso, qui a aussi quand même une grande diaspora dans ces pays. Et malheureusement aujourd'hui, le Burkina, le Mali ne peuvent pas aujourd'hui être des pays d'accueil comme ils étaient en 2002 ou en 2010. C'est vraiment quand même quelque chose qu'on ne souhaite pas à la Côte d'Ivoire. On pense que politiquement ils vont trouver des solutions, mais est-ce que c'est pas trop tard? Ça aussi c'est une question qui reste ouverte. Merci Soulo. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 83 ans, qui veut briguer un autre mandat, je dirais ainsi, parce que on ne sait plus si c'est un 4e mandat ou c'est un 2e mandat de la prochaine République. En tout cas, la Constitution lui permet. Monsieur Marcella. Bon, le cas Côte d'Ivoire. C'est une élection à risque ou pas? Bon, à haut risque. À très haut risque. La Côte d'Ivoire, il ne faut pas voir 4e mandat, comme tu viens de le dire. C'est juste, il est candidat, point barre. Parce qu'il est arrivé à faire passer une nouvelle constitution. Donc, il se réfère à cette
constitution pour être candidat. Selon eux, leur cour constitutionnelle, ou c'est pas le conseil constitutionnel, il est éligible, donc il peut être candidat. On s'en tient à ça. Maintenant, ils ont mis tout un mécanisme en place pour balayer les potentiels candidats. Il a choisi ses adversaires et il a dit à la Cour constitutionnelle, voilà, j'ai besoin d'un tel. Vous me les amenez, je les écrase et je passe dès le premier tour. C'est l'objectif. Maintenant, on va beau dire on n'est pas d'accord, il n'y aura pas d'élection, ceci, cela. C'est là qu'on va encore lui donner toutes les chances de passer haut les mains. De façon très politique, Gbagbo est un homme imbattable. En Afrique aujourd'hui, je ne vois pas son égal politiquement. Et en termes de mobilisation et de stratégie, de déstabilisation et tout, il est très fort. Et d'expérience aussi. Voilà. Donc, il a plus d'expérience que tout le monde. Maintenant, en voulant empêcher les élections ou en voulant boycotter les élections, il va donner les chances à Alassane de passer. Moi, ce que je conseillerais, c'est que tous les candidats qui ont été empêchés d'être sur la liste se retrouvent autour d'un candidat. Parmi les 5, ils n'ont qu'à se retrouver autour d'un candidat. Ils font un cahier de charges et ils vont gouverner ensemble quand il y aura le pouvoir. Donc, sur cette base, ils vont pouvoir mobiliser toutes leurs énergies afin de faire imposer leurs candidats. Parce que s'ils sont écartés, ou en tout cas eux-mêmes, ils ont confiance en eux, ils pensent que s'ils vont aux élections, ils vont passer. Tidjane Thiam, comme Gbagbo, c'est les deux plus gros morceaux. Ensemble, ils n'ont qu'à, par exemple, soutenir Simone Gbagbo, ou en tout cas un autre. Et quand ils vont passer, la gestion leur revient et ensemble, ils vont diriger. Mais s'ils veulent, coûte que coûte, empêcher les élections, ou coûte que coûte vouloir faire quoi que ce soit, même si c'est une personne qui va voter, il y aura un vote et le résultat sera proclamé. D'accord, merci. On arrive à la fin, mais juste une seule question à vous poser tous les deux. Vous voyez Alassane Dramane Ouattara candidat ou pas? Juste vos pronostics, si on peut dire ça. Président ou candidat? Il est déjà président, candidat. Je veux dire. Oui, il est président. Vous le voyez président? Je le vois président. Marcelin, vous le voyez président aussi? S'il passe, s'il va comme ça, il va gagner. Il est déjà candidat, donc oui, ouais. Oui, s'il n'y a pas une coalition des autres autour d'un, il va passer haut les mains. Maintenant, est-ce qu'il va exercer? Exactement. Après qu'il soit proclamé président, est-ce qu'il pourra encore s'installer et exercer? C'est ça toute la question. Une autre question. En Afrique, on n'organise pas une élection pour les perdre. Sinon, s'il organise ces élections sans coalition, il va passer. Rien à faire. Et il va passer dès le premier tour avec un taux très important. Même avec coalition, il a la chance quand même. Bon, avec la coalition, il a toutes les malchances de voler, de tricher un résultat. Et c'est là qu'il y aura une vraie contestation qui pourrait aboutir à un chaos. Soit il va fuir, soit il y aura un coup d'État, soit les opposants aussi vont être tous neutralisés. Merci beaucoup. Cher monsieur, nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui et téléspectateurs de Mandé TV, vous avez pu constater que monsieur Marcelin, ancien député, a été quand même assez brut, sans filtre sur ses propos concernant nos différents sujets. Et deuxième sur ce plateau pour décrypter l'actualité, il s'agit de Bourema Soulo, journaliste, blogueur. On s'est dit à la prochaine, monsieur Marcelin Guinguéré. Merci. À la prochaine, sûrement. À la prochaine. Inch'Allah, comme on dit par ici. Merci. Soulo, on continue les investigations, les enquêtes, l'actualité. La lutte contre la désinformation, on continue avec tout ça et on salue la diaspora qui est fidèle à Mandé TV.
et voilà, à tous les téléspectateurs de Mandé TV. On se dit à la prochaine. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. Téléspectateurs de Mandé TV, restez toujours sur les ondes de Mandé TV et allez sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali pour pouvoir voir et revoir nos différents magazines, émissions et notamment ce plateau Entretien Brut. On se dit à la prochaine.